C'est parti. Bonjour, je suis Frédéric Faure, donc le directeur général de l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, qui, au ministère de la Justice, forme les professionnels de cette institution, qui sont très majoritairement des éducateurs, qui vont accueillir et accompagner des enfants et adolescents, surtout des adolescents, en protection de l'enfance et notamment en conflit avec la loi. Je le dis pour précisément circonscrire mon propos et vous dire, à l'invitation de Rémi Casanova, que je remercie très chaleureusement, vous dire en quoi Hannah Arendt m'a inspiré et je fais vraiment œuvre d'humilité en vous disant cela, puisque je n'ai évidemment aucune légitimité scientifique particulière pour parler de Hannah Arendt. En tous les cas, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas pédagogue. Par contre, je suis un praticien du management depuis plus de 20 ans et dans une institution à la fois judiciaire et éducative. Et il me semble que Hannah Arendt a beaucoup de choses à nous dire. En tous les cas, moi, je peux dire qu'elle m'a dit beaucoup de choses par les lectures que j'ai faites de quelques-uns de ses écrits. Alors, j'ai eu l'occasion, si j'ose dire, de rencontrer Hannah Arendt et sa pensée à 2 reprises dans mon parcours. La première fois, c'est au moment de ma formation, moi-même, de directeur de service éducatif, c'était en 2001, puisque j'avais choisi de travailler mon mémoire autour de la question de l'autorité. Et j'ai choisi de le faire pour une raison assez simple, c'est que j'ai grandi avec l'idée, qui n'est d'ailleurs sans doute pas complètement à abandonner, que l'autorité vient des aînés, l'autorité vient de ceux qui possèdent la sagesse et qui sont généralement plus âgés que soi-même. Et je passais un concours et je suivais une formation pour prétendre diriger une équipe de 20 à 30 personnes au sein de laquelle j'allais être l'un des plus jeunes. Et ça s'est vérifié au moment de mon arrivée sur le service éducatif sur lequel j'ai été affecté. J'avais 26 ans et la très grande majorité de mes collaborateurs, presque une trentaine, étaient plus âgés que moi. Et donc, j'ai très vite dû abandonner l'idée que mon autorité viendrait de mon âge, viendrait de mon ancienneté, viendrait de ma supposée sagesse que je n'avais pas. Par ailleurs, j'ai très vite, par conviction, laissé tomber l'idée que mon autorité viendrait naturellement de l'acte administratif qui allait me nommer directeur, parce que je pense que ça n'est pas un titre, ça n'est pas un titre de papier qui fait l'autorité, mais que l'autorité se construit autour de ce titre. D'ailleurs, ça me fait penser à une phrase de Machiavel, si j'ose citer Machiavel dans une rencontre autour de Hannah Arendt, mais Machiavel disait que c'est l'homme qui honore le titre et pas le titre qui honore l'homme. Alors, ces 2 convictions étant établies, c'est-à-dire mon autorité ne viendra pas de mon titre et mon autorité ne peut pas venir de mon âge, eh bien, je me suis dit, mais alors, sur quoi je vais bien pouvoir fonder mon autorité une fois que je serai nommé? Et vous devinez donc déjà pourquoi Hannah Arendt m'a beaucoup aidé. En tous les cas, je vais vous le dire en quelques minutes, de ce que j'en retiens encore aujourd'hui, 21 ans plus tard, puisque elle continue en réalité de m'habiter. Et voilà, je suis toujours frappé quand je relis des écrits d'Hannah Arendt, et ce colloque en fait est l'occasion pour moi de l'avoir refait là récemment. Je suis frappé de la très grande contemporanéité, pour moi en tous les cas, de ces écrits. La première chose qui m'a intéressé dans les écrits d'Hannah Arendt, et en particulier ce qu'elle écrit de la crise de l'autorité, en fait, hein, puisqu'elle parle de l'autorité d'abord pour parler de la crise de l'autorité, et dans le livre La crise de la culture, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle distingue, pour ensuite mieux les entremêler, mais qu'elle distingue franchement les notions d'autorité, de persuasion et de pouvoir. Et ça renvoie à des théories du management qui sont très établies, qui sont notamment les théories du management persuasif, justement. C'est une manière de manager, de faire confiance à l'intelligence de l'autre et de convaincre de la justesse d'un acte, d'une décision, d'un commandement sur la foi
de ce que l'autre peut en comprendre, donc c'est la persuasion, et elle distingue cela également de la notion de pouvoir, qui serait ce qu'on appellerait dans l'ordre du management, en tous les cas, le management directif, c'est-à-dire ce qui procède d'une espèce voilà, de pouvoir, enfin en tous les cas, de chaîne descendante, verticale, de quelque chose de presque immanent qui, de fait, serait incontestable puisque le titulaire de pouvoir aurait la possibilité de prendre des décisions simplement parce qu'il serait titulaire du pouvoir. Et cette distinction qu'elle opère donc, elle me paraît toujours très opérante, même si l'expérience m'a appris que manager, c'est parfois faire appel à du management persuasif, c'est parfois faire appel à du management directif. Ça peut dépendre des circonstances, ça peut dépendre de la nature des décisions à prendre, ça peut dépendre de la nature des équipes avec lesquelles on travaille. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de permanent, c'est que toujours, il faut se référer, au-delà de la persuasion et du pouvoir, il faut toujours se référer à la notion d'autorité. La deuxième chose qu'elle nous dit, Hannah Arendt, dans tous les cas qui, moi, m'a servi, c'est que, de fait, l'autorité, presque étymologiquement, l'autorité renvoie à la notion de fondation. Et elle se réfère en tous les cas à la manière dont les Romains anciens ont construit la notion d'autorité politique. Et elle renvoie donc à la fois à la fondation, au fondement, à ce qui base, à ce qui socle, à ce qui est au principe d'eux, à ce qui initie. Et ça, c'est très précieux pour un manager de proximité comme je l'étais à l'époque, parce que pour le coup, ce qui nous fonde ensemble, lorsqu'on est en tous les cas dans la fonction publique, dans une fonction publique régalienne comme le ministère de la Justice, ce qui nous fonde ensemble, c'est l'institution. Et c'est cette armature, architecture à la fois théorique et très pratique, l'institution, qui nous met, si j'ose dire, chacun à une place déterminée et qui nous institue dans cette place. Et c'est à ces places-là qu'on est attendu sur certains comportements, certaines attitudes, certains actes, certains savoir-faire professionnels en l'occurrence. Donc, cette notion-là d'autorité renvoyée à ce qui fonde, à ce qui est au principe d'eux, à ce qui initie, et donc ce renvoi direct à la notion d'institution a été très précieux pour moi puisque je me suis beaucoup intéressé au pouvoir instituant et à ce que l'institution nous demande de faire, voire nous autorise à faire. Alors, il y a une citation, c'est la seule que je dirais là. Il y a une citation, mais que j'ai reprise parce que je me souvenais qu'elle m'avait inspiré. Elle est un peu longue, elle fait 6 lignes, hein, donc rassurez-vous, je ne vais pas quand même être trop long, mais je veux absolument la partager avec vous parce qu'elle explique le cœur de mon propos. Hannah Arendt nous enseigne que la relation d'autorité entre celui qui commande et celui qui obéit, ce qui pourrait déjà sous-entendre une relation de pouvoir, vraiment, cette relation d'autorité ne repose ni sur une raison commune, ni sur le pouvoir de celui qui commande. Ce qu'ils ont en commun, c'est la hiérarchie elle-même, dont chacun connaît la justesse et la légitimité, et où tous les deux, celui qui commande et celui qui obéit, ont d'avance leur place fixée. Et on pourrait remplacer, pour moi, le mot hiérarchie dans cette citation par le mot institution. C'est-à-dire que l'institution, c'est ce qui nous relie les uns aux autres formellement, symboliquement parfois, mais qui nous assigne à une place qu'on reconnaît, qui a une existence en tant que telle, l'institution qu'on reconnaît, et que c'est au nom de cela que la relation d'autorité peut s'instaurer. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans une relation de pouvoir verticale, qu'on n'est pas dans une relation de pouvoir autoritariste en tous les cas, mais que l'autorité procède de quelque chose de beaucoup plus fin, qui est l'appartenance à un collectif qui nous dépasse, un collectif qui nous transcende, et c'est très précieux en tous les cas, me semble-t-il, quand on est dirigeant. Je sais que cette approche-là, peut-être que ça sera évoqué dans le colloque, mais je sais que cette approche-là, elle est parfois un peu critiquée pour son côté très traditionnel et hyper respectueux des traditions, des institutions. Pardon. C'est assez peu
disruptif, pour prendre un mot qu'on emploie aujourd'hui beaucoup. Et d'ailleurs, ça peut poser des questions très contemporaines que je dirais en conclusion, mais en tous les cas, dans l'état actuel de l'organisation de nos institutions, en tous les cas en France, dans la fonction publique, et en particulier dans un ministère régalien qui est plutôt un ministère vertical ou verticalisant, eh bien, cette définition était très, très utile. Troisième élément, donc le premier, c'était la distinction de autorité, persuasion, pouvoir. Deuxième élément, l'autorité renvoie à ce qui fonde, au fondement, aux fondations, et donc à l'institution. Troisième élément, et qui est dans la suite logique de ce que je viens de partager avec vous, c'est que, du coup, au-delà même de la forme de l'institution, ce qui fait autorité, c'est sans doute le système de croyances et de valeurs qui s'organise autour de l'institution. C'est-à-dire ce en quoi on croit ensemble, ce en quoi on accepte de croire ensemble. Je ne sais plus si elle-même le nomme, mais en tous les cas, cette notion existe. C'est le caractère un peu sacré, finalement, des institutions, même si on est dans un état laïque et que donc il ne faut pas confondre toutes les notions, mais quand même, il y a quelque chose de l'ordre du symbolique qui est au-dessus de nous et à quoi on est raccroché, à quoi on est rattaché, et qui nous permet de se dire on croit dans quelque chose de commun. C'est très parlant dans la fonction publique. La fonction publique s'est dotée d'ailleurs il y a 2 mois maintenant d'un code général, le code général de la fonction publique, dont le livre 1 porte exactement sur les principes de la fonction publique. Et ces principes, en fait, sont en réalité, pour beaucoup d'entre eux, des valeurs auxquelles il est demandé aux agents publics d'adhérer ou en tous les cas de se conformer. C'est bien que l'institution publique, quels que soient les agents publics, nous demande, nous enjoint à, encore une fois, croire, adhérer et en tous les cas nous conformer à un système de croyances, à un système de valeurs qui donne du sens à notre collectivité et donne du sens à notre mission. Évidemment, la première des valeurs pour un agent public étant le service de l'intérêt général contre les intérêts particuliers. Et puis, le dernier élément que je souhaite partager avec vous sur cette notion d'autorité et qui me paraît particulièrement puissant de la part d'Hannah Arendt, c'est que, encore une fois, elle se réfère à l'étymologie du mot autorité qui renvoie au mot latin auctoritas, qui est ce qui augmente. Et ça, moi, ça fait écho aux écrits de Michel Serres, donc philosophe beaucoup plus contemporain, évidemment, que Hannah Arendt, mais en fin du XXe siècle quand même, comme elle. Cette référence étymologique nous permet de dire que ce qui fait autorité, c'est ce qui autorise, en tous les cas, ce dont on est l'auteur et qui augmente soi-même et les autres. Et ça, pour un manager, mais comme, à mon avis, pour un éducateur, pour un pédagogue, c'est particulièrement puissant et précieux. Parce que c'est pour moi tout le rôle du manager d'une part et de l'éducateur pédagogue d'autre part, que de autoriser l'autre à être, et notamment à être augmenté. Et Michel Serres développait beaucoup cette notion. Je suis là et nous allons nous augmenter l'un l'autre. En nous parlant, en nous confrontant, nous allons nous augmenter l'un l'autre. Je trouve cette notion personnellement très très belle, parce que d'abord elle est émancipatrice, elle fait confiance à la capacité de développement de l'autre, à la sienne propre bien sûr, mais à celle de l'autre, donc elle est très positive. Et puis elle nous dit bien que l'autorité en aucun cas n'est ce qui écrase, mais c'est ce qui fait éclore, ce qui fait grandir, et elle procède donc d'une relation de reconnaissance et non pas d'une relation d'obéissance. La notion d'obéissance qui existe évidemment et qui est très affiliée à la notion de pouvoir, cette notion d'obéissance, je ne la conteste pas, et alors, d'autant plus qu'encore une fois, étant agent public, le devoir d'obéissance fait intrinsèquement partie des devoirs du fonctionnaire, mais c'est tout à fait distinct pour moi de la relation de reconnaissance, d'interconnaissance et d'interreconnaissance qui nous fait exister les uns à côté des autres et non pas les uns au-dessus des autres, et qui nous permet de nous augmenter mutuellement.
Donc, je voulais conclure par cette affaire-là, ce renvoi étymologique au mot latin auctoritas, et donc le développement qu'elle fait autour de la notion d'augmentation, parce que ça me paraît pour le coup extrêmement contemporain, extrêmement utile aujourd'hui à des managers en apprentissage et à des éducateurs pédagogues, en tous les cas les éducateurs que nous formons à la protection judiciaire de la jeunesse.